Merci d'être venus nombreux déjà pour une conférence à 14 heures sur du droit. Soit c'est pour la digestion, soit c'est parce que le sujet vous intéresse. On aura peut-être deux teams au fil de la présentation. Vous êtes peut-être là parce que le sujet vous a interpellé, collaboration entre studio de jeux vidéo et freelance. Soit vous êtes studio de jeux vidéo, soit vous êtes peut-être prestataire, freelance. Quand je dis freelance, c'est autant entrepreneur individuel que prestataire qui a sa boîte et qui bosse pour des studios. On va parler un peu des deux. Soit vous avez peut-être déjà rencontré des problèmes avec certains studios, certains freelances, et vous vous êtes dit, OK, comment on répare ça? Soit vous montez votre boîte, vous dites, OK, comment on protège, on fait des contrats, etc. C'est un peu le but de cette formation aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Laetitia Raffin, je suis avocate au barreau de Lyon. Je travaille principalement avec des studios, des prestats dans le jeu vidéo, des éditeurs aussi, c'est possible. Mon secteur d'activité, ce n'est pas que le jeu vidéo, c'est aussi l'industrie culturelle et créative, les startups, et plus largement aussi les projets portés par des femmes, des personnes de genre marginalisées, etc. Mais aujourd'hui, on va principalement parler du secteur du jeu vidéo. Et je travaille pour un cabinet qui s'appelle Aconic, qui est basé à Lyon et à Paris, et qui accompagne donc les créateurs et les innovateurs dans plein de sujets en matière de propriété intellectuelle, de contrats. On a le droit des marques, le droit d'auteur, éventuellement aussi les données personnelles. Ça peut vous concerner en matière de jeux vidéo. Quand on fait des jeux multijoueurs, des jeux MMO, etc., qu'on collecte pas mal de data, c'est des problématiques qui arrivent aussi, sur lesquelles on se pose des questions de manière juridique. Droit de l'Internet, droit de la communication, contrat informatique, contentieux. On fait autant du conseil que du contentieux, en tout cas dans notre cabinet. Donc on a cette vision aussi d'accompagner les studios, les prestataires freelance sur toutes les problématiques et d'anticiper un peu les risques. Alors l'objectif de cette formation aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des droits et des obligations de chacun. On va surtout parler propriété intellectuelle et contrat de prestat, mais vous verrez à des moments je vais passer côté studio, à des moments je vais vous parler côté prestat, côté freelance. Le but c'est qu'on ait une collaboration sereine entre les deux et que chacun puisse se dire ok j'ai des droits, potentiellement je peux négocier certains sujets et que tout se passe bien en fait quand on développe un jeu vidéo. On va aussi un peu parler contrat. Le but, c'est de vous permettre de maîtriser les éléments clés de l'encadrement de vos relations contractuelles. La propriété intellectuelle, c'est un sujet qui est important en matière de jeux vidéo, mais ce n'est pas le seul. Vous en avez plein d'autres, la responsabilité, les garanties, l'encadrement des obligations, et j'en passe, on en parlera un petit peu plus en détail. Et donc voilà, le but, c'est aussi de vous permettre de comprendre ce qui se passe, comment on négocie, quels sont les points de vigilance, et de pouvoir en discuter avant de signer, voire de ne pas signer si vraiment vous sentez que ça sent pas bon. Et un dernier sujet qui fera partie un peu de la conférence d'aujourd'hui, c'est aussi d'anticiper les enjeux juridiques. Plus on cadre ça en amont, plus on est protégé, ou en tout cas on évite les problèmes. On appelle toujours l'avocat trop tard, généralement, pour éteindre un incendie. Des fois, quand on anticipe soit vous en interne certains sujets, soit qu'on pose la question juste au début, ça nous évite et des frais d'avocat, par exemple, pour réparer un problème, soit ça évite des mauvaises surprises avec le studio ou les prestats freelance. On va commencer par parler propriété intellectuelle. Je vais surtout vous parler droit d'auteur aujourd'hui. C'est la base de la création d'un jeu vidéo. Je pense que ça, tout le monde le sait à peu près. S'il y en a qui ne le savent pas, ben voilà, vous le savez, vous avez le droit d'auteur sur la création d'un jeu, sur tout ce que vous faites. Mais généralement, voilà, l'IP, c'est vraiment le sujet principal quand on est un jeu vidéo, qu'on monte un projet. Et forcément, la propriété intellectuelle, ça s'encadre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Si jamais vous avez des problèmes avec la propriété intellectuelle de votre projet, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Vous pouvez potentiellement couler un projet, en tout cas couler un jeu, si jamais vous n'avez pas anticipé certains sujets. Donc c'est le premier sujet sur lequel on va parler. Et avant de parler principalement de droit d'auteur, on va quand même parler un peu plus largement de propriété intellectuelle. Donc le droit d'auteur, c'est une composante de la propriété intellectuelle. Ça, je pense que généralement, tout le monde
le maîtrisent assez bien. La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui regroupe les créations de l'esprit, les œuvres originales, les créations artistiques, etc. On a donc le droit d'auteur pour ces sujets-là, mais on a aussi plein d'autres droits, comme les droits voisins, par exemple, qui sont accordés pour certaines personnes qu'on retrouve parfois dans le secteur du jeu vidéo. On n'en parlera pas forcément ici aujourd'hui. C'est des sujets très spécifiques, mais voilà, c'est des droits qui existent également. On pourrait faire une conférence de 2 heures sur ce sujet-là également. Vous avez aussi plein d'autres droits qu'on appelle des droits de propriété industrielle, puisqu'ici, ils nécessitent un dépôt. Le droit de marque, généralement, c'est quelque chose que tout le monde maîtrise. J'ai ma marque, j'ai mon projet. Ça, c'est un sujet qui est assez important en jeu vidéo également. On n'en parlera pas aujourd'hui, parce que c'est pareil, on pourrait en parler des heures. Mais pour faire une petite aparté sur ce sujet-là, la marque, c'est quelque chose qui est très important quand on lance un projet. Soit on fait appel à un graphiste et il monte votre logo. Et dans ce cas-là, il y a des sujets de droit d'auteur, de récupération de droits de propriété intellectuelle qui se posent avant de faire un dépôt de marque. Soit vous créez le nom de votre jeu, vous montez votre logo en interne. Et dans ce cas-là, la question souvent se pose de déposer à titre de marque le logo, le nom de votre jeu pour capitaliser dessus. On a beaucoup de surprises, des fois, juridiquement, en matière de marque, sur le fait qu'un studio a lancé un projet, n'a pas déposé sa marque, a commencé à faire de la com, du marketing, par exemple sur les réseaux, et se retrouve avec un studio un peu plus gros, un éditeur intéressé, mais qui du coup voit la faille, dépose la marque et potentiellement peut court-circuiter un projet. Donc le dépôt de la marque, c'est quelque chose qui est assez important quand vous montez votre projet et que vous êtes sûr, en tout cas de la version finale du nom de votre jeu. C'est quelque chose qu'il faut anticiper assez en amont, et ça permet aussi d'avoir une certaine force quand vous négociez avec un éditeur. Là, je parle surtout côté studio. Le brevet, on le voit aussi un petit peu. C'est tout ce qui protège les inventions techniques. Quand on est, par exemple, sur le développement d'une console, vous avez la Switch, par exemple. Nintendo a plein de brevets sur tous les modules de sa Switch. Sony, pareil, sur tout ce qui est PlayStation, les innovations, etc. Donc ça concerne un peu moins les studios indés et forcément un peu moins les freelances. Mais voilà, c'est un sujet qui peut se poser aussi en matière de propriété intellectuelle dans le secteur du jeu vidéo. Et puis après, on a les dessins et modèles qui sont là aussi pour protéger les aspects visuels et esthétiques. C'est quelque chose de très marginal, pareil, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui peut arriver quand on a un motif, une couleur particulière sur laquelle on veut capitaliser. Voilà. On va surtout se concentrer sur les droits d'auteur aujourd'hui. Et du coup, les droits d'auteur, ça protège les œuvres originales, donc les films, les livres, la musique, tout ce que vous créez qui sort de votre tête, généralement, est protégé par droit d'auteur. Alors, si c'était aussi simple, je m'en tiendrais là et du coup, il n'y aurait pas besoin que je fasse une conférence. Mais forcément, vous vous doutez bien qu'il y a quand même quelques exceptions et quelques conditions à respecter quand on veut détenir les droits d'auteur qu'on est côté studio, ou en tout cas qu'on veut revendiquer des droits d'auteur quand on est freelance. Et donc, les droits d'auteur, effectivement, il faut qu'ils soient originaux. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit ? Pour vous donner une idée, tout ce qui est idée, concept, reste de libre parcours, c'est-à-dire qu'ici, on considère que ce n'est pas protégeable par droit d'auteur. Vous avez une idée de jeu, tant que vous ne l'avez pas matérialisée, vous n'avez pas de droit d'auteur dessus. Vous en parlez, par exemple, à la donne pendant la pause déj. Vous parlez de votre idée, vous n'avez encore rien conceptualisé, etc. On n'a pas signé d'accord de confidentialité. Potentiellement, moi, je peux recréer la même idée. La forme sous laquelle je vais créer mon idée, même si c'est la même que la vôtre, sera potentiellement protégée par droit d'auteur. Donc, pour éviter de restreindre le marché, les idées et les concepts restent de libre parcours. Typiquement, si on va dire, en exagérant, quelqu'un avait eu l'idée de créer un jeu vidéo et avait des droits d'auteur là-dessus, plus personne n'aurait pu créer de jeu vidéo par la suite. Donc c'est aussi pour permettre au marché de continuer à développer, qu'on part du principe que tout ce qui est idée et concept reste de libre parcours. Le droit d'auteur, je vous ai dit que c'était forcément une création qui devait être originale pour être protégée. En jeu vidéo, on part du principe que tout ce qui est du fond commun du jeu vidéo, c'est tous les éléments récurrents un peu standards, ne sont pas protégeables aussi. Typiquement, vous proposez une fonctionnalité de personnalisation de vos personnages. Ça, à part si vraiment vous avez une fonctionnalité très spécifique, ce ne sera pas protégé par un droit d'auteur. On considère que c'est assez commun dans le milieu du jeu vidéo et proposé par de nombreux jeux pour que ça puisse être revendiqué par quelqu'un en particulier.
Le but du droit d'auteur, il faut l'avoir en tête, c'est quand même d'avoir un monopole et en tout cas de pouvoir actionner certains droits quand on prouve son originalité. Donc forcément, tous les éléments assez communs, standards, et c'est souvent du coup le débat du gameplay, quand on a des contentieux en droit d'auteur, contrefaçon de droit d'auteur, etc. Souvent, le sujet du gameplay revient sur la table. Et alors, on a deux écoles. Ceux qui sont pour la protection du gameplay au titre du droit d'auteur, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de protection au titre du droit d'auteur, en tout cas quand on est devant un tribunal. C'est souvent ce sujet-là qui revient en fait sur la table, le fond commun du jeu vidéo, et c'est à vous de prouver que c'est quelque chose de très original et qui sort un peu du lot par rapport aux autres jeux que vous pouvez avoir sur le marché. Et après, un dernier sujet, effectivement, je vous l'ai dit, il faut que l'œuvre soit originale, donc forcément les créations qui sont dépourvues d'originalité ne sont pas protégées par droit d'auteur. Si aujourd'hui je vous demande de dessiner un arbre, potentiellement j'ai 50 arbres différents, donc on aura tous des droits d'auteur différents sur l'arbre qu'on a dessiné. Si par contre on dessine tous la même chose, le sujet va potentiellement se poser. Donc il faut en fait prouver ce qu'on appelle, nous, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire des choix créatifs et créateurs, choix créatifs et arbitraires, pardon, sur vos créations. L'idée ici, en fait, c'est de dire, ça sort de ma tête, je l'ai matérialisé comme ça et quelqu'un d'autre ne l'aurait pas fait de la même manière. Je reprends l'exemple de l'arbre. Si je vous demande de dessiner un arbre, on va avoir plusieurs images différentes, plusieurs conceptions, chacun a sa patte. Souvent, les artistes ont chacun leur patte, et dans ce cas-là, on peut revendiquer une originalité. L'originalité, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à démontrer. C'est le vrai débat en droit d'auteur aujourd'hui, quand on est en contentieux, notamment de contrefaçon. Quand on est en défense, la première chose qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'originalité sur l'œuvre. Pour dire c'est quelque chose d'assez courant, il y a des choses qui ont été reprises dans tel jeu, d'autres choses qui ont été reprises dans un autre jeu. Bon, ça se discute. Donc là, ce sujet-là est très important, que vous soyez studio ou freelance, et l'important, c'est surtout de documenter votre travail. Que vous soyez prestataire pour un studio de jeu, on vous engage pour faire du game design, etc. L'important, c'est de documenter tout ce que vous avez fait pour prouver que ça sort bien de votre tête, qu'il y a une réflexion, il y a des choix arbitraires, que vous avez décidé de la solution A et pas de la solution B pour telle et telle raison, etc. En tant que studio, c'est un peu la même chose. Quand vous demandez à votre prestat de réaliser certaines choses, il faut aussi documenter toutes ces idées. Comme ça, après, on pourra facilement prouver qu'il y a une vraie originalité sur les créations. Pour parler du jeu vidéo en tant que tel, on a parlé du droit d'auteur de manière générale, ce que c'est, les conditions que ça doit remplir pour être protégé. Le jeu vidéo, c'est considéré comme une œuvre complexe. Complexe parce qu'en fait, dans un seul et même jeu vidéo, vous avez beaucoup de droits d'auteur différents, potentiellement qui appartiennent à plusieurs personnes. Vous avez la musique, protégée par un droit d'auteur pour les personnes qui ont travaillé sur la musique. Le gameplay, on en a parlé, où il y a quand même un débat. Les tribunaux sont un peu de moins en moins enclins à accorder des droits d'auteur là-dessus, mais il peut quand même y en avoir. Les cartes du jeu, le code informatique, les personnages, tous ces éléments en fait sont protégés par droit d'auteur. Et donc forcément, plus vous avez de personnes qui interviennent dans le projet, plus vous avez de personnes qui est titulaire de droit d'auteur sur le projet. L'idée étant, en fait, de dire que si vous êtes un studio, vous avez potentiellement 15 personnes auprès de qui aller chercher des droits d'auteur pour être sûr d'avoir tous les droits d'auteur sur votre projet de manière sereine. On a parlé du projet de jeu vidéo comme une œuvre complexe, mais du coup, vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément le studio qui détient les droits, c'est les personnes physiques. Donc, côté prestat. Quand vous êtes un prestataire, n'oubliez pas que vous avez des droits d'auteur sur toutes les créations que vous faites. Même si vous êtes sous un contrat, même si vous travaillez pour un studio, le studio n'acquiert pas par principe les droits d'auteur du seul fait qu'il paye une facture. C'est toujours une personne physique qui est titulaire des droits d'auteur, jamais une personne morale. Donc attention, quand on vous fait signer un contrat de cession de droit, là je me place plutôt côté studio, à bien le faire au nom de la personne physique du prestataire en tant que tel et pas au nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Il y a quand même certaines exceptions, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'on pourrait pareil faire un sujet d'1 heure là-dessus. Il n'y a pas de cession automatique, sauf éventuellement en matière de code informatique. Le code est potentiellement dévolu, cédé à l'entreprise
quand c'est le studio qui sort le jeu en tant que tel. Mais sur le principe, c'est juste une présomption de titularité. Si vous revendiquez en tant que prestataire freelance le code informatique, vous pouvez potentiellement être titulaire des droits d'auteur. On a un autre débat quand on est sur des contentieux de droits d'auteur dans le secteur du jeu vidéo, c'est est-ce qu'on est sur une œuvre collective ou une œuvre de collaboration. On a ces deux notions-là en droit de la propriété intellectuelle qui s'appliquent. Par principe, quand on est dans une relation entre studio de jeux vidéo et prestataire freelance, on est sur ce qu'on appelle une œuvre de collaboration. C'est-à-dire que vous avez 15 personnes qui travaillent sur le projet, vous aurez 15 personnes qui ont des droits de propriété intellectuelle sur les éléments qu'ils ont créés, c'est le principe de base, et qui collaborent au projet. À l'inverse, quand on est en défense, souvent on parle d'œuvre collective, l'idée étant de dire que le studio a donné des instructions, a drivé le projet et qu'on a une masse de droits d'auteur qui est difficilement attribuable à telle personne, telle personne, telle personne. On est sur un projet collectif. Principalement, dans la collaboration studio et freelance, on est sur une œuvre de collaboration. Donc gardez-le en tête quand on essaye éventuellement de vous sortir un argument d'œuvre collective. Donc la personne physique, c'est elle qui détient les droits d'auteur sur le principe. Et du coup, qu'est-ce qu'elle détient comme droit d'auteur ? Elle détient des droits patrimoniaux. Souvent, ça, c'est des sujets que vous maîtrisez quand on vous parle de cession de droits. On parle de ces droits-là. C'est des droits que vous pouvez céder, exploiter, monétiser, utiliser vous-même ou du coup donner à d'autres entreprises quand vous avez travaillé pour elles. C'est ce qu'on appelle le droit d'exploitation, le droit de représentation, le droit d'adaptation, il y en a plein. Le droit de commercialisation, le droit de traduction, etc., etc. Vous avez plein de sujets sur les droits patrimoniaux. Et tous ces droits-là peuvent potentiellement être cédés. Donc il faut être très vigilant quand vous cédez certains droits d'auteur. En fonction de ce qui est marqué dans le contrat, tout n'est pas forcément cédé. À côté de ces droits patrimoniaux dont on entend parler très souvent, vous avez aussi ce qu'on appelle des droits moraux, qui sont généralement le droit à la paternité, le droit d'être crédité. Ça, souvent, vous l'avez assez facilement. Le droit de divulgation, vous avez divulgué votre œuvre, mais vous avez aussi le droit éventuellement de la retirer. Alors pour le secteur du jeu vidéo, c'est un peu compliqué quand le jeu est sorti de dire non, je retire mes personnages, j'exerce mon droit de retrait. C'est un peu compliqué. Mais ça, c'est des droits qui sont inaliénables, incessibles et perpétuels. Si un jour quelqu'un vous dit je veux que tu me cèdes ton droit de paternité, sachez que ce n'est pas possible. Sachez que si un jour on vous demande de signer un contrat où il y a marqué que vous cédez ces droits-là et que vous ne serez pas crédité, sauf si c'est votre choix, éventuellement de dire je ne souhaite pas être crédité dans le projet, ce n'est pas possible. Cette clause, on considérera qu'elle est nulle et sur le principe, vous avez toujours le droit de revendiquer la paternité de votre œuvre, le droit d'être cité dans un projet de jeu vidéo. Quand on parle de droit d'auteur et du coup de droit de propriété intellectuelle, le sujet principal qui se pose, c'est du coup, est-ce qu'on fait un contrat ? Il y a beaucoup de studios qui vont essayer de vous demander des contrats. Il y a beaucoup de prestataires qui se disent « bon, je mets sur ma facture tout droit cédé, ça ira bien, etc. etc. » Il faut savoir qu'en propriété intellectuelle, la cession de droits de propriété intellectuelle doit toujours être formalisée par écrit, surtout la cession de droits d'auteur. Si on se dit juste « ok, fais-moi 3 personnages et puis tu me céderas les droits, oui, pas de problème », sur le principe, ce n'est pas un contrat valable pour que le studio puisse récupérer les droits. Il faut toujours que ce contrat soit formalisé par écrit avec certaines mentions particulières. À titre d'exemple, la mention tout droit cédé ou tout droit réservé qu'on voit parfois auprès de certains prestataires, ça ne vaut rien en propriété intellectuelle ou en tout cas d'un point de vue juridique. Le prestataire cède ses droits sur le jeu, c'est pareil, c'est une mention beaucoup trop large pour être considérée comme valable juridiquement. Toutes ces mentions en 1 ou 2 phrases que vous pouvez retrouver dans un contrat, ou en tout cas que, en tant que studio, vous pouvez avoir de vos prestataires, on considère qu'en fait, il n'y a pas de cession de droit d'auteur. Donc ça peut très vite poser des problèmes pour le studio qui, du coup, n'est pas certain d'avoir récupéré l'IP auprès de ses prestataires, et puis pour le prestataire qui, si jamais il voulait céder ses droits, ne les a pas vraiment cédés. Donc ça, pour le côté prestataire, ça peut être un argument en sa faveur pour négocier un peu plus. Mais côté studio, ça devient un vrai problème. Il faut savoir également que les droits d'auteur ne peuvent pas céder sur des œuvres futures. Si jamais vous signez un contrat où on se dit « ok, tout ce que tu vas faire pendant les 6 prochains mois, tu me cèdes les droits ». Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant les 6 prochains mois ?
Si on n'a pas d'idée précise de ce que vous cédez, on considère que potentiellement la cession, pareil, elle est soit bancale, soit carrément nulle. Si je signe un contrat en disant tu travailles pour moi pendant 1 an et peu importe ce que tu fais, tu t'engages à me céder les droits, ça peut valoir éventuellement comme un commencement d'acceptation de cession de droits d'auteur, mais ça ne vaudra pas cession de droits d'auteur. Parce que rien ne me garantit que si demain vous faites 3 personnages, on était d'accord dès le début sur le fait que vous allez faire 3 personnages. On a pas mal de sujets comme ça en jurisprudence. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de la jurisprudence sur Alone in the Dark, avec un développeur qui s'appelle Frédéric Reynal, qui avait développé une grande partie du code de Alone in the Dark dans les années 90 et avait travaillé sur le gameplay. Il était sorti de ses fonctions. Donc si par exemple on était sur ce raisonnement-là, à la base il était juste développeur, il a beaucoup plus travaillé que ça sur le projet. Le studio avait considéré qu'une clause comme ça était prévue dans le contrat, on part du principe qu'en fait elle est nulle et elle ne vaut pas cession de droit d'auteur, en tout cas sur tous les éléments créatifs qu'il aurait pu faire. Alors, le sujet est beaucoup plus complexe sur cette jurisprudence-là, mais voilà, pour vous illustrer un peu le schéma, c'est un peu ce genre d'idée-là qu'il faut avoir en tête quand on parle de cession globale d'œuvres futures et sur le fait que c'est prohibé. Du coup, maintenant que je vous ai dit qu'un contrat était obligatoire, il faut quand même savoir qu'il y a quand même pas mal de mentions à prévoir dans ce contrat. Je vous ai dit qu'il y avait des mentions précises. Et là, le premier sujet qui est important à avoir en tête quand on signe un contrat de droit d'auteur, c'est que tous les droits que vous cédez doivent être explicitement mentionnés. Là, je me mets plutôt côté studio. Si vous voulez être sûr de récupérer tous les droits d'auteur de vos prestataires, ne vous contentez pas de marquer droit d'exploitation, droit d'adaptation, sans précision particulière supplémentaire. Si demain vous voulez sortir une suite au jeu, une DLC, un projet annexe ou d'autres choses basées sur les droits de propriété intellectuelle qui ont été faits par vos prestataires il y a 2 ou 3 ans, vous n'aurez pas forcément les autorisations. Tout ce qui n'est pas marqué explicitement dans le contrat reste la titularité de l'auteur. Si par exemple je cède uniquement mes droits pour console, je n'ai pas forcément les droits pour PC. Donc on se pose pas mal de questions comme ça et on marque vraiment noir sur blanc tout ce qu'on cède. Je vous parlais des droits patrimoniaux, c'est ces droits-là qu'on évoque. Si vous n'avez pas le droit d'adaptation, le droit de modification, vous n'aurez pas le droit de modifier les créations, par exemple. Donc il faut vraiment anticiper tous les sujets de manière générale et vraiment les marquer noir sur blanc. Il peut y avoir une liste très longue, hein. Les clauses de propriété intellectuelle, elles peuvent faire plusieurs pages, juste parce qu'on énumère tous les sujets et qu'on sait qu'on veut tout récupérer. Côté freelance, si je me place de ce côté-là maintenant, le but c'est aussi pour vous de vous dire, ok, je cède potentiellement ce que le studio a besoin, mais je ne vais pas trop loin non plus. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je cède mes droits pour qu'il fasse 2 DLC, un film, une BD, etc. sur les personnages éventuellement que j'ai réalisés? Pas forcément. En tout cas, pas dans les mêmes conditions. On arrive très vite du coup au sujet de la rémunération de l'auteur. On en parlera un petit peu plus en détail après. Mais forcément, plus vous cédez de droits, plus potentiellement vous avez le droit à une rémunération intéressante. Ou en tout cas, tout ne se négocie pas de la même manière. Le territoire, c'est aussi un sujet important à encadrer. S'il n'est pas marqué, potentiellement, on considère que la cession n'est pas valable. Est-ce que vous cédez que pour la France? Est-ce que vous cédez pour le monde entier? Il y a certains studios qui sont sur le secteur européen. Vous pouvez céder vos droits que pour l'Union européenne. Pourquoi céder pour l'Asie si vous avez un projet différent et que le studio n'est pas implanté sur ce marché? La durée de la cession, c'est aussi une problématique. On parle parfois de durée illimitée dans certains contrats, ou en tout cas on ne met pas de durée. Vous me cédez les droits et puis voilà. C'est pareil, il faut quand même prévoir une durée, on le développera un petit peu dans la slide juste après, mais si vous mettez cession illimitée, on considère que ce n'est pas une cession valable. Pareil si vous ne mettez rien. Il faut que ce soit un sujet encadré. Les finalités de la cession, c'est un peu ce que je vous disais. Est-ce qu'on utilise vos droits à titre commercial? Là, je me mets côté studio, c'est un peu le but quand même, de récupérer les droits d'auteur de manière commerciale. Côté freelance, on encadre ce sujet. OK pour le commercial, par contre, peut-être que pour d'autres sujets, moins OK. Et une exclusivité, une non-exclusivité, c'est aussi un sujet important à encadrer. Est-ce que vous cédez vos droits pour que le studio les ait de manière exclusive, si je me mets côté freelance, ou est-ce que potentiellement vous avez le droit de les réutiliser vous, pour faire de la com, pour potentiellement retravailler
sur cette base-là pour d'autres studios, etc. Côté studio, généralement, on demande une exclusivité. Si je fais un petit focus sur les modes de rémunération et la durée, c'est les deux sujets principaux après les mentions des droits cédés. Il faut savoir que la rémunération, c'est un vrai sujet quand on est côté freelance et forcément aussi côté studio. On a envie de rémunérer, mais pas forcément de sortir des dizaines de milliers d'euros supplémentaires juste pour récupérer l'IP. On a beaucoup de sessions qui sont faites à titre gratuit dans les contrats. C'est possible, sur le principe. Mais juridiquement, là, on a un courant jurisprudentiel qui arrive depuis 1 ou 2 ans, qui considère que si vous faites une session à titre gratuit, il faut passer devant un notaire. Donc si vous faites un contrat avec une session à titre gratuit, que vous le signez mais que vous ne passez jamais devant un notaire, potentiellement le contrat peut être considéré comme caduc. Donc c'est possible, mais bon, ça vous coûtera les frais de notaire. Le principe en droit d'auteur, c'est la rémunération proportionnelle. Sur le principe, si on peut quantifier l'usage de votre création, là je me mets côté freelance, vous avez le droit à une rémunération proportionnelle. L'exemple le plus simple, souvent, c'est la musique. On sait combien de fois votre musique a été utilisée, on part du principe que vous pouvez obtenir un pourcentage sur chaque passage de musique, chaque fois qu'elle est commercialisée ou en tout cas chaque fois qu'elle est utilisée. Dans le secteur du jeu vidéo, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu dur de dire tel personnage est utilisé tant de fois, etc., etc. Ça se fait pour certains éléments d'un jeu, mais c'est beaucoup plus difficile pour certains autres éléments. Dans ce cas-là, dans certains cas particuliers, et quand on le justifie, on peut passer sur une rémunération forfaitaire. Attention, la cession à 1 euro n'est pas considérée comme une rémunération forfaitaire valable. L'euro symbolique, ce n'est pas une rémunération onéreuse, c'est un peu considéré comme une rémunération caduque. Pour contourner la situation, on a le cas plus en plus de se dire on fait une session à titre gratuit, mais bon, la session de droit d'auteur, elle est comprise dans le prix de vos prestations. Je vous paye tant par mois en tant que studio, j'estime que j'ai le droit de récupérer les droits d'auteur dans ce prix-là. Ok, c'est possible. Mais dans ce cas-là, ça amène à une certaine mise en œuvre pratique pour être sûr que c'est valable. La facture côté freelance, si vous êtes OK avec ce principe, il faut bien détailler en matière de droit d'auteur quel est le montant que vous cédez. Si on est sur un projet à 300 000 par exemple, et que vous considérez que 10% de ce qu'on va vous payer correspond au droit d'auteur, il faut quand même le marquer noir sur blanc. Si vous restez juste sur la session est comprise dans le prix de la prestation sans préciser plus que ça, c'est pareil, ce n'est pas un sujet qui est assez encadré pour considérer qu'on a un montant précis pour avoir une session de droit d'auteur. La durée maintenant, c'est pareil, c'est un sujet dont je vous parlais. On peut avoir une durée déterminée ou une durée entre guillemets indéterminée. Dans ce cas-là, on parle généralement de la durée légale de la protection accordée par les droits d'auteur, qui est de 70 ans après la mort de l'auteur. Donc généralement, on considère que c'est plus ou moins illimité, mais c'est quand même une durée. 70 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre, elle tombe dans le domaine public. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, Mickey Mouse, je crois, en début d'année, il y a un des visuels qui est tombé dans le domaine public. Sur le principe, il n'y a plus de revendication de droit d'auteur sur cette image-là en particulier. Alors, il y a d'autres stratagèmes mis en place par Disney, mais forcément, vous vous doutez bien qu'ils ne s'en tiennent pas là. Mais sur le principe, voilà, la cession de droit d'auteur, quand on est côté freelance, elle peut être limitée dans le temps. Alors, on ne voit pas trop de cession de droit d'auteur de 2, 5, 10 ans forcément quand on développe un jeu. Ou en tout cas, si vous signez ça en tant que studio, ça va être problématique pour la sortie de votre jeu. Par contre, ça peut être la durée de l'exploitation commerciale du jeu. Si jamais le jeu s'arrête, ne fonctionne plus, ça arrive, vous pouvez récupérer vos droits d'auteur, vous en servir pour un autre projet, vous les récupérez vous pour vous en servir pour autre chose, peu importe. Mais en tout cas, le studio n'est plus forcément propriétaire des droits d'auteur. Et ce que je vous disais, justement, la durée tacite ou la durée indéterminée, c'est par principe interdit. On considère que dans ce cas-là, il n'y a pas de durée du tout identifiée, donc on ne sait pas où on va. Et quand on ne sait pas où on va en droit, on n'aime pas trop ça. Dernier sujet pour vous parler de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui se passe quand rien n'est prévu entre un studio et un freelance? Je pense que ça peut concerner pas mal d'entre vous. On fait un devis et puis on se dit on verra après, et puis ça va exploiter. Vous laissez le studio exploiter vos éléments d'IP. Bon, c'est plutôt pas mal, j'ai été payé, le jeu est cool, je pourrais faire ma com, etc.
Côté freelance, pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Là, je vais plutôt me placer côté studio. Il faut savoir que du coup, donc, les droits d'auteur restent la propriété intellectuelle de vos prestataires et que ça peut avoir pas mal de répercussions en chaîne. Vous êtes bloqué pour exploiter le jeu si à tout moment, il y en a un qui apprend qu'il peut se faire de l'argent avec ses droits d'auteur et qui vous attaque en contentieux parce qu'il ne vous a pas cédé les droits. C'est un cas assez fréquent, c'est souvent la base de tous les contentieux en contrefaçon de droits d'auteur dans le secteur du jeu vidéo. Il suffit d'une embrouille avec le studio, on se dit « Ok, j'ai pas cédé les droits, je vais vous embêter sur ce terrain-là ». Ça implique aussi une perte de valeur sur le projet, notamment quand vous voulez négocier avec un éditeur. Quand vous arrivez devant un éditeur, ou en tout cas quand vous êtes à cette étape-là, l'éditeur il vous demande certaines garanties. On en parlera juste après, mais il s'attend à ce que vous ayez les droits d'auteur. Il y a une clause qui est inévitable dans les contrats avec les éditeurs, les contrats de publishing, c'est la garantie que vous détenez bien 100% des droits d'auteur de votre projet. Si vous signez mais que vous n'avez pas vérifié que vous avez bien les cessions de droits en bonne et due forme, en tout cas, potentiellement, ça peut être embêtant pour la suite du projet. L'éditeur il pourra potentiellement annuler le contrat ou en tout cas actionner votre garantie et ça peut, dans certains studios indés, poser de gros problèmes pour la suite du projet. Si on parle maintenant de la deuxième partie, on a parlé pas mal de propriété intellectuelle et de contrat de cession de droits d'auteur, mais c'est qu'un seul élément de la relation contractuelle qu'il y a entre les studios et les prestataires freelance. Et on va parler maintenant plus largement des contrats de prestation qui englobent la cession des droits, mais qui sont beaucoup plus larges. Généralement, on se dit, ok, une facture, un devis, ça suffit. Et oui, ça peut suffire des fois, mais le contrat a quand même son importance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contrat, quand vous signez un contrat avec un studio ou avec un prestataire, c'est ce qu'on appelle la loi des parties. Vous vous mettez d'accord sur les règles du jeu, les conditions, ce que vous attendez. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on considère comme la loi des parties. Alors bien évidemment, vous avez toujours le code civil et toutes les dispositions légales qui peuvent continuer à s'appliquer, mais on part du principe que c'est d'abord ce contrat-là qui s'applique. Ça sécurise aussi les intérêts de chacun. Vous êtes prestataire, vous avez certains objectifs, notamment d'être payé. Ça peut s'encadrer dans un contrat. Vous êtes côté studio, vous attendez une certaine qualité de vos produits, enfin en tout cas des prestations qui sont faites. Ça aussi, ça s'encadre dans un contrat. Le but, c'est vraiment que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde puisse discuter avant. On met noir sur blanc ce qu'on attend de la prestation, du début à la fin, et il n'y a pas de mauvaise surprise. On a un cadre juridique clair, et du coup, il n'y a pas de malentendu. On ne dit pas « je ne savais pas ah oui, mais non, on n'avait pas parlé de ça comme ça. On en avait parlé au téléphone, mais on n'a pas de preuves. » Quand on le met par écrit dans un contrat, c'est tout de suite plus clair, et on sait aussi pourquoi on s'engage. Le but du contrat, c'est vraiment de sécuriser tout le monde, et le studio, et le freelance. Pour vous donner quelques exemples de situations courantes, c'est des dossiers que j'ai pu rencontrer moi en tant qu'avocate. Il y en a plein, hein, des exemples quand on ne signe pas un contrat entre un studio et un prestataire freelance. Je vous en ai mis 4 pour parler assez rapidement. Une mission mal définie, des livrables flous. Le studio attendait une certaine qualité, il n'a pas eu la qualité attendue pour que ce soit utilisé dans le moteur de jeu. Ou il a eu la moitié des livrables, mais on ne savait pas trop ce que ça englobait. On a mis quelque chose de très général, mais on n'a pas listé précisément toutes les missions du prestataire. Ça peut créer des contentieux. Un désaccord sur les conditions de paiement. Si vous ne faites pas de devis, que vous signez juste un contrat où le contrat il marque juste « je vous payerai tant », c'est par mois, c'est pour la durée de la prestation, c'est tous les trimestres, c'est à la sortie du projet, comment ça se passe ? Toutes ces questions, quand vous n'arrivez pas à y répondre, c'est que le contrat est mal encadré. Dans ce cas-là, on était côté freelance, par exemple. Le studio considérait, lui, que c'était un budget global. Lui, le prestataire, quand il a signé, il pensait qu'on parlait d'un budget par mois. Bah oui, mais ils n'en avaient pas parlé. Donc forcément, il y a eu un petit problème. Un prestataire qui abandonne un projet en cours. Vous avez 4 mois pour délivrer certaines prestations. Là, on était côté studio. Le prestataire les a lâchés au bout de 2 mois, un peu moins de 2 mois de mémoire. Il a fallu trouver quelqu'un d'autre en urgence, il ne répondait plus. Et ben, on n'avait pas de contrat déjà, de 1, pour nous obtenir réparation du préjudice. Ça devenait un peu compliqué et c'était un peu short en timing pour le studio. Il a fallu qu'ils retardent plusieurs échéances de sortie, etc. Parce que du coup, ils ont dû retravailler sur le projet. Et un sujet qui revient sur le droit d'auteur, utilisation des créations dans d'autres projets.
Typiquement, quand vous cédez votre propriété intellectuelle, est-ce qu'ils ont le droit de réutiliser ça dans un autre jeu, dans un autre projet, etc. Si vous ne le marquez pas noir sur blanc, personne ne peut le savoir. Une petite checklist rapide pour vous aider à y voir plus clair avant la signature d'un projet, en tout cas avant la signature d'un contrat. Il y a plein de sujets à encadrer, hein. On a des contrats de 20 pages, on n'a pas forcément envie de les lire. Si vous avez envie de vous focuser principalement sur les sujets les plus importants, je dirais qu'ils sont ici. Le planning, les modalités de réception. Est-ce qu'il y a une clause de recette? Est-ce qu'on doit valider? Est-ce que le studio a la main là-dessus pour vous faire recommencer 3 fois, 4 fois la prestation si jamais il n'est pas d'accord? La qualité attendue, est-ce qu'on attend une qualité précise ou pas? Les conditions financières, bon ça je ne vous l'apprends pas, hein, généralement c'est le nerf de la guerre. Vous savez plus ou moins négocier ce sujet-là, c'est le premier sujet qu'on regarde. Là je me place côté studio, la confidentialité du projet. Quand vous êtes sur des projets importants, vous n'avez pas envie que vos prestataires ils en parlent. Parce que tant que c'est pas sorti, tant que c'est off, tant que c'est en interne dans le studio, des fois l'effet de surprise il peut être gâché, ou potentiellement vous avez un concurrent qui apprend ce que vous faites et qui sort le jeu avant vous parce qu'il a un petit peu plus de moyens. Donc ça c'est pareil, c'est un sujet qu'on peut cadrer en fait dans un contrat et qui a son importance. On peut prévoir une sanction financière si jamais on se rend compte qu'il y a des divulgations, etc., etc. Les obligations des parties, ça c'est assez évident, mais le studio il s'engage à vous payer quand vous êtes prestataire quand même. Et inversement, le freelance, il s'engage à livrer les prestations pour lesquelles il est payé. La responsabilité, les garanties, c'est pareil. Là, je vais pas déborder sur le sujet, mais les garanties peuvent être liées à l'IA, par exemple. On a de plus en plus de prestataires, ou en tout cas de studios qui sont OK pour que l'IA soit intégrée dans la création du jeu, mais certains ne sont pas OK. Est-ce que vous garantissez que vous n'utilisez pas l'IA? Est-ce que vous garantissez qu'aucune donnée sera intégrée dans une IA parce que le projet est ultra confidentiel, donc on ne veut pas que ça fuite et qu'ensuite ça puisse être réutilisé auprès de concurrents? Tout ça, c'est pareil, c'est des sujets qu'on encadre dans un contrat. Et la non-concurrence, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais c'est un sujet qui peut arriver sur la table quand vous avez vraiment un projet qui a une forte valeur ajoutée sur le marché et que vous voulez vraiment être sûr que voilà, le prestataire, pendant un certain laps de temps, généralement assez court, il ne travaille pas pour 3 acteurs différents sur ce projet-là, sur le même marché. Si on parle un peu bonne pratique, je pense que ça c'est évident, mais on ne signe pas avant d'avoir lu le contrat. Qui le fait? Il y en a quand même qui reconnaissent. Forcément, on lit quand même ce qu'on signe. Alors oui, effectivement, on n'a pas envie de lire 20 pages, des clauses longues comme le bras. On comprend la moitié des mots, on a mis des phrases qui font 5 lignes, etc. On ne sait plus ce qu'elles disent au début quand on arrive à la fin, etc. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on fait appel à un prestataire. Là, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas envie et que le projet a de l'enjeu, ou qu'il y a en tout cas quelque chose d'important pour vous, que vous soyez studio ou prestataire, vous avez le droit de solliciter un regard extérieur. Souvent, moi en tout cas en tant qu'avocat, on alerte nos clients sur « attention, si vous signez en l'état, vous savez que vous vous engagez à tel sujet, tel sujet ». On vérifie aussi la cohérence avec les contrats. Si par exemple vous êtes un studio, que le contrat que vous avez signé avec des prestataires freelance, il indique qu'il garantit qu'il est auteur, mais qu'il a potentiellement fait appel à des sous-traitants, il faut qu'il garantisse qu'il a récupéré aussi les droits d'auteur de ses sous-traitants. C'est des contrats à la chaîne, mais qui potentiellement, quand on arrive une fois devant l'éditeur, peuvent poser certains problèmes. Et dernier sujet, effectivement, on anticipe la fin du contrat dès le début. On dit souvent qu'on pense au divorce avant le mariage quand on est avocat, mais c'est un peu le cas. Qu'est-ce qui se passe si jamais, justement, il y a un problème en plein milieu de la prestation? Qu'est-ce qui se passe si le projet est annulé? Toutes ces questions, on essaye d'y répondre dès le début, même si ce n'est pas très clair pour l'instant et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec ce genre de questions. Le but, c'est que si jamais ça arrive, et je ne vous le souhaite pas, on a quand même une première réponse. Juste pour être clair sur ce sujet-là, le contrat, il n'a pas forcément la forme que vous imaginez tous. La forme de l'avocat qui vous envoie un contrat de 20 pages en noir et blanc avec des lignes, des clauses, des annexes, etc. Ça peut aussi être un mail. Un contrat, ça peut se faire de manière orale. Alors, je ne vous le conseille pas parce que vous allez avoir du mal à prouver que vous avez un contrat. Mais ça peut être un mail, ça peut être un devis.
Du moment qu'il est signé, on considère juridiquement que ça, c'est un contrat. Ce qui est important, si jamais vous avez des contrats, on va dire, plus ou moins conclus de manière orale, ou en tout cas vous êtes mis d'accord pour avancer sur un projet, c'est de faire des récapitulatifs écrits. Pensez toujours à récapituler par mail votre relation avec vos prestataires, ou en tout cas avec le studio si jamais c'est vous qui prenez le lead, pour être sûr que vous vous engagez uniquement pour une certaine période, uniquement pour certains livrables, uniquement pour tel montant, etc. etc. Ça n'a pas forcément besoin de faire 20 pages au début. Forcément, l'idéal, c'est vraiment d'encadrer tous les sujets. Mais à minima, mettez-vous d'accord sur l'objet, le prix et la durée. Et forcément, au-delà de tout ça, pensez à documenter votre travail. Prouvez que c'est bien vous qui avez travaillé. On a aussi pas mal de sujets sur le fait, côté prestataire, que le travail n'est pas forcément documenté tout au long de la relation avec les studios. Et qu'ensuite, quand on essaye de démontrer qu'il est bien titulaire des droits d'auteur, ça coince parce qu'on n'a pas beaucoup de preuves. Et forcément, les plateformes sécurisées, je sais que beaucoup travaillent sur Discord généralement quand vous montez des projets de jeux vidéo. C'est facilement modifiable, donc forcément, ce n'est pas toujours sécurisé. Vous vous froissez avec un prestataire ou avec un studio, il peut arriver pour certains qui modifient leur message ou qu'ils en suppriment même certains, ça m'est déjà arrivé, et que ce soit beaucoup plus compliqué ensuite pour prouver que vous étiez de bonne foi ou que la situation n'était pas celle qui est retranscrite. On va finir rapidement sur l'anticipation de risque parce que je vois que j'ai débordé. Ça reprend un peu tout ce qu'on vient de se dire. L'idée, vous l'aurez compris, je pense, c'est d'anticiper un peu tous les risques que vous pouvez avoir dans votre process de développement de jeux vidéo. Donc forcément, moins on a de zones de flou dans une relation, mieux c'est. Alors, vous ne pourrez jamais encadrer toutes les zones de flou, hein. C'est impossible, à part avoir connu toutes les situations du monde, ça n'existe pas. Mais le but, c'est quand même de cadrer l'essentiel en sachant qui est propriétaire de quoi, par exemple en propriété intellectuelle, qu'on va céder les droits d'auteur, quels sont les délais, tout ce que je vous ai évoqué jusqu'à présent, tout ça, c'est pour éviter les zones de flou. Plus on se pose de questions, plus on anticipe les risques et du coup, plus on est sécurisé. On prévoit aussi les situations sensibles. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous avez un partenaire financier important, pour ne citer personne, et que celui-ci se retire du projet? Est-ce que le projet tombe à l'eau? Est-ce qu'on suspend les prestations des freelances le temps de trouver un autre prestataire qui finance le projet? Côté freelance, est-ce qu'on se permet une sortie à ce moment-là parce qu'on n'a pas de visibilité? Tout ça, ça se négocie, ça se discute dans les intérêts de chacun forcément, mais c'est des choses qu'on peut prévoir. On évite aussi les blocages. Un financement refusé, vous avez fait une demande au CNC, elle n'est pas passée. Ça peut arriver malheureusement. Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Est-ce que le prestataire a le droit de sortir? Est-ce qu'on retarde le projet? On n'est plus forcément sur les mêmes délais. Toutes ces questions, du coup, elles peuvent se prévoir dans un contrat. Et on anticipe encore une fois les risques d'exploitation non autorisée. Quand vous sortez le jeu, la propriété intellectuelle en tant que freelance, vous l'avez cédée au studio, mais est-ce que le studio a le droit d'autoriser des mods, par exemple? Est-ce qu'une exploitation ultérieure est autorisée, etc., etc. Là, je reviens un peu sur les mêmes sujets que je vous ai évoqués, mais forcément, ça se prévoit. On a donc différents intervenants, une chaîne de responsabilité. Là, je vais passer très très vite sur ce sujet-là, mais du coup, là, on a beaucoup parlé studio et prestataire freelance. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les éditeurs, il y a aussi la communauté. Tous ces sujets peuvent potentiellement avoir des impacts sur vos contrats, que ce soit les uns avec les autres. Il faut anticiper dans sa globalité toutes ces réflexions. Pour finir, je vais faire un dernier focus sur le contrat d'édition. Là, je vais plutôt me placer côté studio. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est surtout de se dire l'IP, c'est l'élément clé quand vous négociez. Et forcément, tout ce que vous garantissez dans le contrat d'édition, vous devez l'avoir vraiment de manière légale et conforme dans votre studio. Je vous le disais, le sujet des garanties, c'est le sujet primordial qu'on négocie nous, quand on intervient dans des signatures de contrats d'édition. La clause de garantie proposée par les éditeurs, elle est très très longue, très très grosse. Il faut faire attention à ça. Et si vous garantissez certaines choses que vous n'avez pas, ça peut devenir problématique. Ça peut même bloquer l'accord et on n'est pas serein dans ces cas-là, donc forcément, on sécurise tout ça avant de signer forcément.
Je vais m'en arrêter là pour finir. S'il y a 3 choses à retenir, je pense que vous les avez déjà compris, mais le droit d'auteur, c'est le plus important quand vous travaillez entre studio et prestataire freelance. C'est souvent un sujet qui peut bloquer juridiquement pour l'avenir d'un jeu, pour la sortie d'un jeu. Donc que ce soit fait dans un contrat beaucoup plus large ou à tout moment en fait de la prestation, même si les prestations sont déjà finies, vous pouvez toujours aller chercher les prestataires freelance pour leur faire signer à la fin des contrats de cession de droit. C'est jamais trop tard. Le plus tôt est le mieux forcément, parce que quand on revient 1 ou 2 ans après, on n'est pas bête non plus, on sait qu'il y a eu un sujet d'argent qui va venir sur la table. C'est un peu plus dur à récupérer, mais ça se fait. Et on anticipe les risques forcément. Ça, je pense que je l'ai assez dit. Mais voilà, tout ce que vous sécurisez par contrat est potentiellement un risque en moins dans l'avenir du projet. Je crois qu'on est bon. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Un, deux. Okay. Les questions. Merci pour la présentation. Alors, j'ai 2 questions, mais elles sont peut-être complémentaires. Oui. La première, c'est est-ce que tu saurais nous dire en proportion des revenus, combien est-ce que les droits d'auteur pour un studio, c'est quoi le pourcentage qui est alloué de manière en moyenne, etc., aux droits d'auteur? Et la deuxième question, c'est quand tu as déjà des prestataires et que tu n'as pas encore signé avec un éditeur, que tu t'es mis d'accord sur une rémunération qui est par exemple en pourcentage des bénéfices ou du chiffre d'affaires, comment ça se passe si tu détiens bien tous les droits, mais par contre comment ça se passe si l'éditeur il dit moi je suis pas d'accord avec ça, je veux moi récupérer tant de pourcentage, etc. Comment ça se passe? Est-ce que tu re-signes tous les contrats avec les prestataires? Alors, pour la première question, il n'y a pas de norme. En principe, c'est vraiment de la négociation. On a tendance à dire que 10%, c'est plutôt bien, déjà, sur un projet. En dessous de 10%, ça peut être très discutable. Mais ça dépend déjà du montant du projet dans sa globalité. Ça dépend de votre investissement en tant que prestataire dans le projet. Forcément, vous faites un personnage et puis vous travaillez quasiment sur 50% du projet. Ce n'est pas du tout la même rémunération entre les artistes principaux et ceux qui sont là juste ponctuellement. Donc il n'y a pas forcément de réponse type à se dire ok, en dessous ça va pas, au-dessus c'est bon. Ça dépend vraiment de la négociation et de ce qu'on trouve avec le studio comme accord. Et ensuite pour la deuxième question, c'était par rapport au contrat d'édition, c'est ça? Oui. Je veux bien, ouais, juste une... Pardon, du coup, la deuxième question, c'est si on a déjà travaillé en amont avec des freelances et qu'on s'est accordé sur un montant de rémunération en proportion des bénéfices du jeu, puis qu'après, on signe après coup avec un éditeur qui souhaite modifier ça parce qu'il aimerait bien récupérer un montant. Comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'on re-signe des contrats? Comment on s'accorde? Alors, le contrat que vous signez entre studio et freelance en vous mettant d'accord sur un prix, une durée, etc., le contrat de cession de droit, c'est entre le studio et le freelance. Par principe, l'éditeur n'a pas forcément à revenir sur le montant que vous avez décidé, etc. Sauf justement à se dire, c'est 1 euro symbolique, c'est peut-être pas OK, j'ai peut-être pas la sécurité que j'attends moi pour développer le jeu sereinement. Donc normalement, il n'y a pas un éditeur, ou en tout cas, j'ai jamais eu le cas moi de mon côté, ne revient pas sur le contrat que vous avez signé. Il peut demander à voir les contrats pour s'assurer que vous avez tous les droits, mais normalement, il se contente de vous mettre la clause de garantie et c'est votre problème si vous n'avez pas bien rédigé vos contrats. Question. Bonjour, merci Bonjour. pour la conférence. Moi, j'ai une question très précise concernant la possibilité qu'on a en tant que prestataire de montrer ce qu'on a fait, ajouter ce qu'on a fait à notre book. Supposons donc j'ai fait un contrat de cession en bonne et due forme, etc. Mettons, j'ai créé un personnage. Au moment de l'intégration dans le jeu, le personnage a été un petit peu modifié. Le jeu sort, donc l'information est publique. Est-ce que, alors moi j'ai le droit de montrer le personnage tel qu'il est intégré dans le jeu. Est-ce que par contre j'ai le droit de montrer mon dessin original avec ces petites différences en fait? Est-ce que ça m'appartient encore ou est-ce que ça appartient à mon client? Tout dépend ce que vous avez mis dans le contrat.
En fait, à chaque fois, il faut vraiment vous dire en droit d'auteur que c'est du cas par cas. Là, je vous ai parlé des grands principes de manière générale, mais la situation peut vraiment changer d'un studio à l'autre, d'un freelance à l'autre, d'un projet à l'autre. Si dans le contrat, le studio vous met une clause comme quoi il a l'exclusivité, il a le droit de modifier et que vous n'avez pas le droit de vous resservir de tous les éléments qu'il n'a pas utilisés, sur le principe, vous pourrez être bloqué. Après, libre à vous aussi de négocier et de dire, moi, je veux conserver les droits et pouvoir diffuser les éléments sur mon book, etc., que je vous ai fournis, juste à titre de promotion de mon activité, ça se fait assez facilement. Mais si vous le modifiez, j'ai le droit de mettre les deux versions. C'est vraiment, voilà, en fonction des situations que vous rencontrez, en fonction de votre activité et des prestats que vous proposez, de vous dire, OK, j'ai besoin de tel sujet, donc il faut que je les mette par écrit. Ça fait partie des risques à anticiper, effectivement. Merci. Merci. Bonjour, on est un studio de production de jeux vidéo. On s'apprête à signer avec des personnes qui vont faire des assets de son et d'images en France. Donc là, pas de problème, c'est le droit français. On va en avoir au Canada et à Singapour. Sous quel droit est-ce qu'on place le droit d'auteur? Est-ce qu'il est homogène sur la planète ou est-ce qu'il faut mieux le placer sous le droit français pour être un peu safe? Et question connexe, on va certainement leur faire produire beaucoup d'assets. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un contrat? Est-ce qu'on peut faire un contrat cadre prévoyant la manière dont on va rémunérer le droit d'auteur ou est-ce qu'il faut le faire de manière systématique pour chaque droit d'auteur? Alors, pour la Merci. première question, effectivement, l'idéal, c'est le droit français. Il y a une harmonisation dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, mais ne serait-ce par exemple qu'entre le droit américain et le droit français, on a le copyright et le droit d'auteur. C'est deux droits différents, c'est deux fonctionnements différents. Donc, il y a une certaine harmonisation dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, mais le mieux, c'est toujours de retrancher derrière le droit français quand on le peut. Quand on négocie avec des éditeurs chinois, en Asie, etc., souvent, c'est un peu difficile, par exemple, de ramener le droit au droit français sur le contrat. Donc, on met un droit neutre ou un droit qui est assez intéressant. Et là, après, ça dépend de la stratégie. Mais l'idéal, effectivement, si vous voulez vraiment être protégé, c'est toujours le droit français, en tout cas le droit sur lequel, de votre territoire. Donc ça, oui. C'est toujours mieux d'avoir le droit français. Et après, pour la deuxième question, vous pouvez faire un contrat cadre. Quand vous avez, ça fonctionne beaucoup pour tout ce qui est milestone, quand vous travaillez sur un projet avec différentes étapes, etc. On fait souvent un contrat cadre, on cadre de manière globale le sujet des droits d'auteur, comment ça va se passer, et après on fait des contrats d'application. Pour la milestone 2, il va se passer ça, il va y avoir tel livrable, etc. Et soit on fait signer un contrat de cession de droit à la fin de chaque milestone, ou alors à la fin du projet global. En fait, tout dépend de l'avancement du projet. Il y a plusieurs politiques, il y a plusieurs manières de faire. Mais on peut effectivement cadrer le sujet de manière globale et ensuite faire des contrats d'application. Ok. Un droit neutre, comme ça, en passant, qui ressemble au droit français, si on ne peut pas se réfugier en France, quoi, avec des Chinois, par exemple? Avec des Chinois, Singapour un peu, c'est plutôt pas mal. Mais ça dépend vraiment, pour le coup, il faut vraiment cadrer. Ils acceptent rarement le droit français. Tout ce qui est éditeur chinois, ils ont vraiment du mal avec le droit français. Donc on met un droit neutre. On va dire que le sujet, c'est surtout de se dire, ce ne sera pas plus simple pour eux que pour vous d'actionner en fait en cas de problème le sujet des droits d'auteur. Le but, c'est pas de se dire on reste sous la loi chinoise, parce que si jamais eux, ils veulent actionner quelque chose dans le contrat qui est sous la loi chinoise, ils ont déjà leurs avocats qui sont prêts à tout dégainer, et vous allez galérer pour faire appliquer la loi chinoise, trouver un avocat qui est compétent en droit chinois, etc. Donc souvent, une loi neutre, c'est surtout l'idée de se dire ce sera autant difficile pour l'un que pour l'autre de sortir du contrat, ou en tout cas d'appliquer les dispositions. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence, c'était vraiment très éclairant. Je cherche le micro. Ouais, c'est moi. Pardon, merci. Avant de poser ma question, je voulais juste me permettre une petite remarque sur la forme. J'ai remarqué que vous aviez illustré une de vos slides avec ChatGPT. Et voilà, en tant qu'auteur, je trouvais ça un petit peu dommage de voir ça dans une conférence, surtout sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est personnel. Ma question portait plus sur la différence entre le contrat qu'on signe, par exemple, en tant qu'auteur freelance avec un studio, et les notes d'auteur qu'on fait, par exemple, tous les mois, si on est rémunéré tous les mois. Qu'est-ce qui prévaut sur l'un ou sur l'autre si les informations ne sont pas les mêmes? Par exemple, si sur ma note d'auteur, je mets que je cède mes droits pour tant de temps, et alors que sur mon contrat signé avant,
c'est plutôt marqué que je cède tous mes droits sans du tout de notion de temps. Qu'est-ce qui va prévaloir en cas de conflit ? Alors, effectivement, quand on a des sujets en contradiction, on a des vrais problèmes pour régler ça. Souvent, on prévoit dans le gros contrat que vous signez au début une clause de hiérarchie contractuelle qui dit quel contrat prime sur l'autre, en fait. En cas de difficulté d'interprétation, d'incohérence entre l'un et l'autre, justement, il y a souvent une hiérarchie qui est faite et c'est souvent le contrat que vous avez signé qui prime par rapport à vos notes. Mais ça, c'est pareil, c'est de la négociation. C'est à vous de dire, dans ce cas-là, moi, si je mets quelque chose de plus restreint dans mes notes, ce sera ça qui va primer sur le contrat et le contrat est peut-être beaucoup plus global. Ça dépend de sa rédaction. Merci. Bonjour, merci pour votre conférence, c'était super intéressant, c'est très intéressant. J'ai une question qui est peut-être un peu, je sais pas, naïve ou quoi. Vous avez parlé des fonds communs dans le jeu vidéo sur la question de comment s'arrête le droit d'auteur. Et du coup, il y avait écrit, vous avez dit qu'il y avait des éléments récurrents et standards qui, eux, n'étaient pas spécialement protégés. Et du coup, comment un élément devient récurrent ou standard ? Par exemple, si un jeu a un concept, un game design qui est super innovant pour l'époque et qui propose quelque chose de très neuf, comment d'autres jeux peuvent peut-être quand même essayer de s'en inspirer et le réutiliser ? Où est-ce que ça peut s'arrêter de façon à ce que quand même il y ait de l'innovation dans le jeu vidéo ? Alors, le sujet du fonds commun du jeu vidéo, c'est un sujet un peu délicat qui peut poser problème. Typiquement, dans l'affaire sur Alone in the Dark dont je vous parlais tout à l'heure, on a considéré que le gameplay était innovant et le sujet du fonds commun est pas revenu sur la table. Alors qu'aujourd'hui, sur les dernières affaires 2023-2024, où on a eu par exemple des contrefaçons de droits d'auteur sur des jeux de voiture, par exemple des jeux de course, etc., on a considéré qu'il n'y avait pas forcément d'atteinte sur le gameplay parce que un jeu de course, entre guillemets, pour les juges, c'est un jeu de course. Il y a pas mal de codes, on va dire, sur le jeu de course qui font que ça reste classique. C'est aussi du cas par cas, c'est souvent du cas par cas de toute façon en droit, mais ce qui prime, c'est comment vous démontrez que c'est original, que vous n'avez jamais retrouvé ça dans des jeux, et en face, en défense, c'est souvent là qu'ils disent non mais ça existe dans tel jeu, tel jeu, tel jeu. Enfin voilà. On n'a pas réinventé le concept, ça existait déjà depuis des années. Voilà. Donc c'est un peu une appréciation, c'est à vous de documenter que vous n'avez jamais trouvé ça sur le marché. Le sujet qui peut faire un peu défaut, c'est le Game Design Document, généralement. Quand vous faites votre GDD en disant on va s'inspirer de tel jeu, tel jeu, tel jeu pour utiliser tel module, tel module, tel module, ça peut être un sujet qui est un peu compliqué. Après, quand vous créez votre concept, votre gameplay avec des choses très innovantes, ces sujets-là peuvent être protégés par le droit d'auteur.